Alors dernière table ronde, donc je vais vous demander d'accueillir André Thépeau, Julien Co, et puis on va profiter aussi de Christophe Leroux, s'il est présent. Vous allez venir tous les trois, et puis on va donc faire cette table ronde et en profiter aussi pour faire la conclusion. Alors André Thépeau, vous êtes breton. Nul n'est parfait. Non, mais en plus c'est un excellent joueur de foot, mais ça il va vous raconter pourquoi plus tard. Non, André, ça fait très longtemps, enfin plus d'une dizaine d'années que vous travaillez sur l'informatique, sur la domotique, et depuis quelques années sur la robotique. Vous avez participé à de nombreux appels à projets européens dans lesquels vous avez développé un certain nombre de projets, et plusieurs de ces projets ont abouti à la création de start-up, Aliacom et Elderis. Ce que je vous pose comme question, c'est d'abord qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites? Et puis après, nous montrer justement cette relation que vous avez avec les utilisateurs et le monde de l'entreprise également. Merci Benjamin pour cette présentation et merci de l'invitation. Donc je suis directeur d'études à Télécom Bretagne, une école d'ingénieurs qui se trouve à Brest et à Rennes, qui dépend de l'Institut Mines Télécom. L'Institut Mines Télécom forme 10% des ingénieurs français et je travaille dans le monde du handicap et des personnes âgées depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc je coordonne une équipe de recherche à Télécom Bretagne qui s'appelle IHSEV, Interaction humain, système et environnement virtuel. Et depuis quelques années, je coordonne une équipe au niveau de la Bretagne d'une trentaine, une quarantaine de chercheurs dont la thématique principale est l'assistance à la personne en situation de handicap, que le handicap soit lié à la maladie ou à l'âge. On a aussi des relations très étroites avec Sherbrooke. Je vais parler de football tout à l'heure. Alors, cet intérêt au handicap là, s'est manifesté il y a une douzaine d'années suite à l'intégration d'un étudiant aveugle à Télécom Bretagne qui était major de sa promotion en licence informatique, en maîtrise informatique, et suite ses résultats académiques, il n'y avait pas d'autre solution, malgré son handicap, de l'intégrer à l'école. Donc comme je coordonne aussi depuis des années les projets de seconde année à l'école, il avait beaucoup d'idées et on a commencé à faire des dispositifs innovants comme un système d'apprentissage du braille à distance pour aider ce jeune homme. Les projets ont démarré de cette manière et depuis une douzaine d'années, on s'est associé aussi très rapidement non pas des informaticiens, j'ai un doctorat en informatique, ou des mathématiciens, des spécialistes de traitement de signaux, etc., mais aussi à des sociologues, à des psychologues. Donc on fait depuis plus de 12 ans de la co-conception. Alors maintenant c'est peut-être plus courant, mais à l'époque c'était peut-être un peu plus original. Et je me rappelle un des premiers projets qu'on avait lancé, soutenu par un gros opérateur téléphonique, parce que notre maison mère était France Télécom à l'époque, c'était le projet TAPA. Le projet TAPA, c'était téléassistance pour personnes âgées. Et les sociologues, en lien avec le Conseil général du Finistère, à l'époque qui est devenu le Conseil départemental, ont interrogé des dizaines et des dizaines de personnes âgées pour voir quel était pour elles l'intérêt d'introduire de la domotique au sein du domicile. Et très souvent, les sociologues sont revenus, après une centaine d'entretiens, en disant mais souvent les entretiens se terminent un peu difficilement, les personnes âgées et isolées sont souvent en pleurs parce qu'elles souffrent de solitude. Et elles ne voient plus suffisamment leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Et notre projet TAPA a fait un virage à 180 degrés. Il s'est toujours appelé téléassistance aux personnes âgées, mais on est les premiers à avoir fait une plateforme télérelationnelle qui permettent aux personnes âgées qui souffrent d'isolement d'être en relation aisée avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Alors cette plateforme, elle est originale parce qu'elle s'appuie sur la télévision, un média que les personnes âgées maîtrisent bien, la télévision avec une télécommande adaptée à leurs problèmes cognitifs. Et ce dispositif a été déployé en situation réelle pendant presque une année dans plusieurs domiciles de la ville de Brest. Voilà, suite à ça, on a répondu à d'autres projets qui ont été soutenus dans le cadre du FUI, par exemple. On a donc fait tout un bouquet de services relationnels, un bouquet de services interactifs sur la télévision. Par exemple, la personne âgée regarde les feux de l'amour sur la télévision et puis en surimpression, la photo de la petite fille s'affiche parce que celle-ci vient de lui transmettre des photos en direct d'un voyage qu'elle fait, ou
un bandeau défilant sur la télévision, on lui rappelle qu'elle a un rendez-vous dans une demi-heure ou qu'elle doit souhaiter un anniversaire d'un proche, etc. Alors suite à ceci, l'ANR, dans le précédent gouvernement, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était ministre de l'économie numérique, a lancé un appel à projet Web 2.0 et nous finissions un autre gros projet. Et la région Bretagne nous a sollicité. Avez-vous répondu à l'appel de la ministre autour des réseaux sociaux? Depuis des années, on travaillait sur l'isolement de la personne. Et les réseaux sociaux, il y a certainement quelque chose à faire. Et donc dans le train qui nous ramenait de Rennes à Brest, les principaux partenaires du projet, le leader qui était Alcatel-Lucent, le Télégramme, le quotidien régional qui nous fournissait du contenu, on a imaginé un dispositif basé sur les réseaux sociaux. Et on est les premiers au monde à avoir fait un Facebook pour les personnes âgées qui permettent... cette plateforme permet aux personnes âgées dépendantes d'être en relation. Alors on a fait un saut de génération, non pas avec les enfants, mais souvent avec les petits-enfants. Il y a des complicités qui s'établissent entre les mamies, c'est souvent des mamies qui sont notre cible, avec les petites filles par exemple. Donc cette plateforme qu'on a appelée Mazadou, mes aïeux, mes ancêtres en langue bretonne, a été déployée pendant 18 mois à Brest, dans une EHPAD, pendant 18 mois aussi à Lannion, etc. Ensuite, les personnes âgées, les directeurs d'EHPAD ont pris confiance dans l'équipe. Donc on est venu lors d'un autre projet que j'ai appelé SIGAL, Service intergénérationnel pour les aînés dans leur logement, en lien avec le CSTB de Sophia Antipolis. On est venu rajouter tout un bouquet de domotique sur cette télévision qui a été déployée là en région parisienne à Chevilly-la-Rue. Alors on a un fort soutien de l'Institut Mines Télécom, de notre direction. Donc on a implanté à Télécom Bretagne un Living Lab, on en a parlé ce matin, et des personnes âgées en situation de handicap viennent tester les dispositifs qui sont mis au point par les chercheurs, mais aussi les étudiants. Chaque année, près de 30 à 40 étudiants, beaucoup d'étudiantes d'ailleurs, de Télécom Bretagne, qui sont attirés par le côté un peu social de ces projets, travaillent sur les projets qui sont proposés, non pas par l'équipe, mais en co-conception, avec les directeurs de maisons de retraite. André, est-ce que parmi ces étudiants, certains se lancent dans la création d'entreprises ? Oui, effectivement, tu parlais de la société Eldiris, par exemple, qui commercialise maintenant la plateforme connectée, enfin la télévision connectée. Alors, l'honnêteté m'oblige à dire que Eldiris, c'est pas un ancien étudiant qui l'a créé, mais le porteur du projet est Jean-Jacques Hénin, donc qui commercialise maintenant cette plateforme qui a été mise au point par l'équipe il y a déjà plusieurs années, dans le cadre de l'ANR. Tu parlais, Benjamin, de la société Aliacom, qui elle est venue greffer des services plutôt qui s'appuient sur la téléphonie mobile pour les aidants. Donc on a aussi des projets autour des aidants. On en a bien parlé ce matin, les personnes qui s'épuisent très souvent. Et le directeur technique de la société Aliacom est un ancien étudiant de Télécom Bretagne, c'est Alexandre Delattre. Et je pense qu'André est très, très humble, mais la Bretagne, en matière de silver economy, il n'y a pas de cluster là-bas. Enfin, il y en a, mais pas dans le domaine purement de la silver economy. Et pourtant, vous êtes les pionniers en matière de... Nous, on a financé à Silver Valley des projets bretons qui sont vraiment très utiles à la problématique que vivent des personnes âgées. Pourquoi ? Parce que très, très tôt, en fait, vous allez... Alors, je ne sais pas si c'est si c'est une compétence bretonne, mais en tout cas, très tôt, les portes des maisons de retraite vous sont ouvertes pour imaginer des solutions. J'en discutais ce matin avec quelques collègues. Il faut quand même des années et des années pour gagner la confiance des collectivités, des directeurs de maisons de retraite, du personnel. On disait que c'est très très difficile. Le personnel qui travaille dans les EHPAD est débordé de travail. C'est des travaux très très lourds, difficiles, etc. Lorsque vous leur demandez en plus de coordonner un projet de recherche dans lequel il y a par exemple un robot humanoïde, vous voyez, il y a une difficulté qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc outre la confiance des personnes, en plus de cette confiance, oui, je me perds un peu, pardon. Je souhaiterais parler d'un gros projet là, qui nous tient à cœur et qui permet d'introduire justement les robots. Donc, dans le cadre du contrat plan État-région, Bretagne-État, le plan 2015-2020, nous avons mobilisé le groupe donc, de 30 à 40 personnes en lien avec mes collègues de l'Université de Sherbrooke, où j'ai passé 6 mois il y a 4 ans. On a mobilisé toute cette équipe, donc CARPAP en faisait partie, et nous avons proposé donc un projet que j'ai appelé Vital.
Le projet vital peut-être pour la Bretagne, vaincre l'isolement par les technologies, toujours dans le contexte de l'assistance à la personne, l'Urban Assisting Living. Donc avec 4 gros sous-projets. Alors malheureusement, ce projet, il ne finance que des équipements, mais c'est un projet de 2 millions d'euros. Donc pour des académiques, c'est tout à fait pertinent. Ça va nous permettre d'équiper les Living Labs de Carpap, de Télécom Bretagne, les 2 Living Labs qui sont labellisés. Il y a 4 grandes études. La première, c'est comprendre comment les personnes vivent au sein de leur domicile. Donc j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'exposé précédent en disant que le robot était très pertinent pour embarquer des capteurs, mais au sein d'un domicile, d'un smart home, il y a beaucoup de capteurs qui ne peuvent pas être embarqués sur le robot. Dans notre Living Lab, il y a des capteurs sur les robinets, par exemple. Il y a des débitmètres sur chacun des ouvrants, sur le réfrigérateur, etc. pour apprendre comment les personnes vivent au sein du domicile. Au Canada, on les appelle les AVQ, les activités, la reconnaissance des activités de la vie quotidienne. Je regarde François. Voilà. Une fois qu'on a compris comment les personnes vivaient, donc il y a actuellement plusieurs thèses qui se sont terminées ou qui se déroulent sur cette reconnaissance des activités de la vie quotidienne. Le deuxième gros projet, le sous-projet de Vital, c'est nouveaux environnements d'interaction. Les robots en font partie. Les hologrammes, des lunettes en dimension 3D, etc., etc. 5D. Le troisième projet, c'est la rééducation fonctionnelle à domicile, donc qui est matérialisée par le transparent précédent. Donc c'est le projet donc, qui nous a permis d'acheter un certain nombre de robots, dont beaucoup sont fabriqués dans la région de Bordeaux. Ça fait que je suis arrivé hier matin et je repars demain soir, parce que j'ai plusieurs entreprises à visiter. Donc la journée est vraiment captivante pour ceci. Et donc dans le cadre de cette rééducation fonctionnelle, donc, il y a 3 partenaires, Télécom Bretagne qui est leader, le CHU de Brest avec le service d'Olivier Réminéris, qui est le patron de la rééducation fonctionnelle au CHU de Brest, que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'il a travaillé à Berck auparavant. Et puis Génération Robot qui nous présentait le robot Poppy tout à l'heure sur les stands. Alors, André, je vais passer la parole aux autres intervenants. On aura peut-être l'occasion de revenir sur les sujets. Julien, vous êtes de la société BA System, si je ne me trompe pas. Vous êtes en train d'opérer, en fait, vous diversifiez un savoir-faire vers le monde de la robotique et de l'aide à la marche. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos activités, comment justement vous pénétrez ce marché ? Oui, alors vous vous trompez un peu, parce que j'appartiens à la société BA Healthcare, qui est effectivement une spin-off de BA System, qui est une société plus ancienne, une PME bretonne, même si je ne suis pas breton moi-même, mais personne n'est parfait. Et donc BA System est une société qui fait depuis 40 ans des systèmes robotisés, ce qu'on appelle les AGV, Automatic Guided Vehicles, en gros des chariots à roues qui transportent des palettes dans des entrepôts logistiques. Et voilà, comme à gauche. Et il y a 6 ans maintenant, il y a eu l'opportunité de co-développer avec General Electric un robot mobile pour faire de la radiographie interventionnelle. C'est assez éloigné du sujet du jour, donc je ne vais pas vous décrire cette machine pourtant passionnante sur laquelle vous me poserez des questions après la réunion éventuellement. Mais toujours est-il que ça a été l'opportunité pour BA System à l'époque de s'intéresser, de se diversifier dans le domaine médical. Et du coup, on a notamment monté un projet collaboratif qui s'appelle Roboca, un FUI 13, avec plusieurs personnes qu'on connaît bien, donc Pauline Coignard qui est intervenue et qui était partenaire du projet au titre d'approche d'une part et au titre du centre de Carpap à côté de Lorient, le CHU de Rennes, enfin plusieurs personnes, le CEA, qui a participé, et c'est un projet d'un robot de rééducation à la marche. Alors il y a un petit film si on veut voir le robot bouger. Est-ce que vous pouvez mettre le petit film ? Qui est un film qui a été pris dans nos locaux, dans l'usine, parce qu'à l'époque on n'avait pas le droit de filmer les patients, mais ça montre à peu près le fonctionnement. Est-ce que vous pouvez mettre le petit film, s'il vous plaît ? Je n'ose pas dire réveillez-vous, mais... Donc ça, c'est ce à quoi il ressemble. Il marche peut-être pas. En haut à gauche.
En à droite, pardon. Donc c'est le RoboCas, c'est un robot omnidirectionnel qui suspend le patient. Il y a un système de délestage intelligent qui délaisse le patient d'une part constante de son poids, donc par exemple 30% de son poids, et qui l'emmène faire un exercice. Alors, il y a plusieurs modes. Il y a un mode télécommandé, comme une voiture, et la télécommande d'ailleurs c'est une télécommande assez classique. Et il y a un mode autonome où en fait c'est le robot, enfin le kinésithérapeute dessine une trajectoire sur sa tablette et le robot reproduit la trajectoire sur le plateau technique dans le centre de rééducation. Donc avec l'idée effectivement que le robot aide sur la partie, je dirais pas particulièrement valorisante et un peu fatigante et un peu anxiogène, qui consiste pour le kiné à soutenir le patient sous le bras et à l'empêcher de tomber. Et en revanche, il peut se focaliser sur les gestes plus techniques qui consistent à donner le bon conseil au bon moment au patient et à l'accompagner dans sa rééducation. Dans votre activité, Julien, vous développez le concept, vous l'industrialisez ou vous faites appel à d'autres acteurs avec qui justement vous travaillez en chaîne de valeur? Alors la société, donc là j'évoque un projet collaboratif, donc il y a eu beaucoup de contributeurs techniques d'une part, cliniques d'autre part, et également, puisque ça a été mentionné plusieurs fois, des psychosociologues, parce que la question de l'acceptabilité a vraiment été au cœur ça a été le fil rouge, a été au cœur du projet, pour une raison simple qui a effectivement été évoquée, c'est que il y a quand même très peu de machines robotisées qui existent dans le domaine. Là, je parle de rééducation fonctionnelle, qui est un domaine connexe à l'assistance. On peut évoquer l'assistance. On a également un projet d'assistance. Mais pour celui-ci, on s'est aperçu que ce sont des machines très chères, la plupart au-dessus de 200 000 euros, et qui sont en fait assez peu utilisées. Enfin, il n'y a aucun industriel qui ferait un investissement comme ça, qui permettrait d'utiliser aussi peu une machine à ce prix-là. Et dans les centres de rééducation, c'est un peu ce qu'on constate. Donc, c'était vraiment au cœur de la démarche de se dire, OK, on a des cliniciens qui ont d'excellentes idées pour guérir les patients. On a d'excellents ingénieurs qui savent quelles solutions techniques mettre en œuvre. Mais la vraie question, c'est comment on utilise, on insère ce dispositif dans le processus rééducatif dans son ensemble. Là, ça ressemble à un film qui arrive. Voici le film. Non, c'est pas un film, ça. C'est tous les partenaires. Si, parce qu'il y a un slide avec la liste des partenaires. Ça, c'est la grosse machine. Donc, c'est un robot mobile qui permet, voilà, on peut mettre le patient dans les deux sens. En l'occurrence, il a la grosse partie technique devant lui. Le kiné a la télécommande sans fil dans les mains, en l'occurrence. C'est à l'usine, donc on a des chaussures de sécurité obligatoirement, mais les patients au CHU ou à CARPAP n'en avaient pas. Vous remarquez des fentes en bas à gauche et il y en a également en bas à droite. C'est des scrutateurs laser qui font en fait une cartographie de l'environnement et c'est ça qui permet au robot de se retrouver en toute autonomie sur le plateau technique, dans le centre de rééducation. Là, on voit une kiné qui tient la tablette et qui pilote l'exercice. Là, c'est une phase pour laquelle, en fait, encore parfois, le kiné a besoin de mobiliser directement les jambes du patient. Des exercices assis. Là, on voit que le robot s'ouvre pour laisser, notamment également pour accueillir un patient en fauteuil roulant. On va le voir sur une autre partie de la vidéo, mais c'était un des enjeux majeurs, c'était de pouvoir installer dans un temps réduit. On avait fixé moins de 5 minutes, mais on est arrivé à un peu moins de 2 minutes en réalité. Un patient depuis un fauteuil roulant. C'est encore un des inconvénients importants des exosquelettes aujourd'hui. Donc ça s'adresse plutôt à des patients contrairement aux exosquelettes, parce qu'on me pose souvent la question, les exosquelettes peuvent s'adresser à des patients paraplégiques dont les membres ne fonctionnent pas du tout, alors que là, c'est pour une phase un peu aval de la rééducation avec des patients dont les jambes marchent encore un peu. Enfin, commencent à bouger et qu'on fait remarcher beaucoup plus grâce à cette machine. Et c'est effectivement la première machine ambulatoire, donc qui permet de se promener, qui robotisée pour la rééducation de la marche. Alors, j'ai pas bien compris. Le robot, c'est le kiné qui le pilote ?
Il y a deux modes. Il y a un mode où le kiné pilote, ce qu'on appelle le mode téléopéré ou téléguidé, et un mode autonome où en fait le kiné programme une trajectoire. Concrètement, il la dessine sur la tablette et le robot suit cette trajectoire. En gros, il appuie sur Start et le robot fait la trajectoire. Merci. Très bien. Merci Julien. Peut-être une dernière question à André. André, vous travaillez, mais Julien, vous l'avez aussi un petit peu dit, avec le CEA. Vous travaillez sur des appels à projets. Donc, je vais laisser André parler de ce sujet-là, des projets que vous menez. Et ça me permettra de présenter Monsieur Leroux qui va faire la conclusion et qui parlera du coup des projets, des ambitions européennes que nous avons en robotique. Oui, alors effectivement, donc je parlais du troisième volet du contrat plan État-région qu'on avait appelé rééducation fonctionnelle, donc au sein du domicile ou plutôt d'un cabinet de kiné, dont le contrat plan État-région permet de financer uniquement des équipements lourds, donc typiquement des robots, de génération robot en l'occurrence. Et nous avons gagné un appel à projet lancé par l'Europe, c'est le programme ECORT++, que M. Leroux va présenter tout à l'heure. Et dans ce cadre, nous avons donc, et nous à Brest et nos collègues de Génération Robot, embauché des postdocs qui vont travailler pendant 2 ans sur la mise au point de cette plateforme de rééducation fonctionnelle. Donc on va se spécialiser sur la rééducation du dos. Et très peu de robots ont une colonne vertébrale. Un des seuls robots que nous avons identifié est fabriqué ici à Bordeaux. Donc c'est des travaux qui sont issus de l'équipe Flower de l'INRIA dont on a parlé ce matin, donc coordonnés par Pierre-Yves Oudéier. Et Génération Robot fabrique ce robot. Le kick-off de ce projet a eu lieu il y a une dizaine de jours au CHU de Brest. La première réunion aura lieu à la mi-janvier ici à Bordeaux. Et donc l'idée, c'est de travailler sur ce robot open source qui est fabriqué avec une imprimante 3D. Donc la mécanique est ouverte, le logiciel est également ouvert. Donc c'est très très intéressant. Et Génération Robot, suite aux préconisations des médecins ou des chercheurs, va pouvoir nous fabriquer des pièces spécifiques. J'ai même un petit film, mais nous n'avons peut-être pas beaucoup de temps. On n'aura pas assez le temps. Au niveau théorique, on va s'intéresser à une triade, la triade robot, kiné et patient. Donc le kiné va apprendre le geste au robot. Donc, grâce à des méthodes mathématiques, des mixtures de gaussiennes, etc., le robot va apprendre le geste parfait d'une rééducation, par exemple, ou du dos. Et ensuite, le robot va être en interaction avec le patient. Le patient, dans un mode vocal, par exemple, va interagir avec le robot va corriger en temps réel les gestes du patient. Voilà, donc les études vont porter sur les 3 arêtes de ce triangle, de cette triade robot, kiné, patient. Merci André. Place maintenant à Monsieur Leroux. Christophe, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Le micro fonctionne bien. Je crois que vous avez quelques slides. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que vous seriez donc l'acteur qui allait conclure ces tables rondes avec votre regard en tant que spécialiste de la robotique au niveau de l'Europe et en particulier du CEA. On s'était donné comme mot-clé de parler de la réglementation, de l'emploi, de l'éthique et du financement de l'expérimentation. Donc si vous pouviez évoquer ces 4 sujets, ça serait parfait. Et oui. Si vous voulez en évoquer d'autres, vous êtes libre de le faire. Oui, bonjour. Donc je travaille au CEA et j'ai une petite expérience en robotique d'assistance, robotique pour la santé, et j'ai effectivement beaucoup d'expérience maintenant, beaucoup d'implications dans les actions européennes en robotique, dans la programmation de la recherche en robotique. Alors robotique, robot et vieillissement, je vois que ça mobilise beaucoup d'intérêt à en voir l'assistance, et un intérêt, je dirais, assez varié, multidisciplinaire. C'est assez intéressant de voir qu'on y trouve des techniciens, des gens préoccupés par le design, par les questions éthiques, par des assureurs, tous les acteurs de la vie économique s'intéressent à cette option d'utiliser les robots pour résoudre une partie du problème de vieillissement. Ceci dit, les robots ne sont pas forcément la solution à choisir dans tous les cas.
Effectivement, je voulais faire un petit retour sur les choses qui ont été dites concernant l'adéquation, les problèmes d'adéquation, d'identification de l'adéquation des besoins des utilisateurs, de l'identification du marché, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pas forcément toujours bien identifié, et du modèle économique qui inclut peut-être de nouveaux acteurs comme les mutuelles ou les assurances. C'est un problème qui est intéressant à adresser maintenant, sans oublier aussi toutes ces questions relatives à l'éthique. L'éthique, on a fait de nombreuses études en Europe sur ces questions d'éthique, d'impact sociétal, d'impact sur l'emploi de la robotique dans la société. Pour ce qui concerne les questions éthiques, ce qui me semble important de remarquer, c'est que on parle souvent, on associe éthique et robotique avec une idée un peu négative. Or, tout ce qu'on peut constater, c'est que par son caractère multidisciplinaire, la robotique n'est pas une science en soi, c'est plutôt l'intégration de disciplines qui viennent de différents domaines. Et pour ce qui concerne l'éthique, je pense qu'il est beaucoup plus fructueux de resituer ces questions d'éthique dans un contexte de l'utilisation des technologies de l'information et des communications dans la vie actuelle. Mettre une caméra dans un coin d'une salle, c'est aussi intrusif pour la vie privée que mettre une caméra sur un robot. La différence, c'est que la caméra va bouger sur un robot. Donc ces questions, il faut éviter, ce que moi, la recommandation que je ferais, c'est d'éviter de focaliser éthique et robotique pour éviter la stigmatisation et le rejet des technologies. Ceci dit, c'est pas parce que on prend un point de vue plus large que ces questions éthiques ne se posent pas. Les problèmes de dignité qu'a évoqué Laurence tout à l'heure et du prix du robot, les problèmes d'équité, l'accessibilité à la technologie avec ses risques de fracture, puisque les personnes ne vont pas forcément avoir tous les mêmes moyens pour acheter des robots à 700 € comme Buddy, ou alors encore moins que 25 000 € comme Compay. Donc il y a ces questions qui sont cruciales pour rendre l'accession de ces technologies de robotique à la population européenne. Et on peut faire le parallèle avec nos ordinateurs. Il fut un temps, on achetait des ordinateurs qui valaient des millions de Tout à fait. francs. Et là, on est en mesure d'anticiper. On sent que la technologie mûrit vite. Quand je pense à ce que l'on était capable de faire en traitement d'image il y a une vingtaine d'années et ce qu'on sait faire maintenant, le coût des capteurs lui-même qui a été une petite webcam, ça coûte 4 €, alors que il y a quelques années, quand on travaillait sur ces objets-là, c'était des milliers de francs, à l'époque. Donc voilà. Il se trouve, pour faire ce lien avec ces programmes européens, que donc l'Europe a pour intention de focaliser une partie de ses activités. Vous pouvez passer, en fait, j'ai beaucoup de transparents parce que c'est plus un cadre qui va décrire. Alors l'Europe, vous pouvez rester sur ce transparent. L'Europe a a mis en place un partenariat public-privé qui s'appelle Spark, donc PPP. Dans lequel la partie publique est la Commission européenne, les financeurs, la partie privée est représentée par une association qui s'appelle Eurobotics, qui regroupe des organisations de recherche et les plus grands industriels de la robotique européenne. 250 membres, et c'est ensemble, avec la Commission et entre tous ces acteurs, que l'on définit les programmes de recherche, les programmes de travail, les appels à propositions. Donc, et en particulier dans ce programme-là, moi je suis le point de contact pour tout ce qui est santé, robotique pour la santé, recouvrant, chirurgie, rééducation et assistance. Et dans ce que vous voyez, est-ce que les Français se positionnent bien ? Alors, les Français, honnêtement, sont pas très présents dans cet environnement, ce qui est assez malheureux, parce que il y a quand même des enjeux financiers importants, des sommes. Le programme de recherche en robotique, il représente à peu près 80 millions d'euros par an. C'est quand même pas négligeable. Donc nous, CEA, on est assez impliqués. Après, c'est beaucoup plus
beaucoup plus difficile de motiver les Français à aller même à Bruxelles. Pourtant, c'est pas la connexion la plus difficile. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu embêtant. On a du mal à stimuler les Français dans ces actions. Je vois que Laurence dit non, mais oui, ils sont à Eurobotics, mais ils ne sont pas dans les endroits où on fait, où se définissent vraiment les programmes de recherche. C'est un fait, ça. Sinon, vous pouvez passer. Donc, dans le cadre de ce programme, Spark est un programme robotique en général. Donc, c'est manufacturing, transport, cybersécurité. On a décidé récemment de focaliser la recherche. Vous pouvez passer. Ça, c'est la structure de la et les mots-clés principaux pour... voilà, vous pouvez rester sur le transparent précédent. Donc, en fait, la Commission a décidé, avec notre soutien, de focaliser, de donner un focus plus particulier aux actions, à la recherche en robotique en Europe. Et ce focus, c'est la santé. Santé au sens large. Comment, l'objectif, c'est de savoir comment la robotique va pouvoir permettre à la population européenne d'accéder à moindre coût à des soins, au well-being, au bien-être, en utilisant des technologies de robotique. Alors, l'Europe a beaucoup d'atouts dans ce domaine-là. Les technologies de robotique, l'Europe est parmi les meilleurs parmi les meilleurs laboratoires de recherche au monde en robotique, contrairement à l'image que l'on en a souvent dans le public. C'est pas l'Europe, la robotique, c'est pas le Japon ou les États-Unis. Il y a de nombreux chercheurs de pointe en robotique. Donc il y a une bonne raison d'orienter des focus sur la recherche en robotique. Ensuite, ce challenge sociétal sur le vieillissement de la population est un défi sur lequel on pourrait essayer d'identifier un objectif vraiment particulier de la robotique dans les 10 ans, 15 ans qui viennent. Alors, le temps passe, malheureusement, et on va devoir arrêter le débat, mais peut-être juste votre vision des choses dans 10 ans. La robotique, ça sera quoi en France? Alors, si vous pourrez passer peut-être 2-3 transparents. Voilà, celui-là. Si vous pouvez, voilà, c'est un petit peu ce qui pourrait être. Un mot, juste un mot. Alors, c'est l'utilisation de robots pour aider au bien-être. Je pense que c'est un défi intéressant, aussi bien dans les problèmes de prévention, de diagnostic, de traitement, de surveillance et de management. Donc, c'est pas uniquement la robotique pour la chirurgie ou la robotique d'assistance, c'est la prévention, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi. Merci Christophe, merci Julien et merci André. On peut les applaudir.